Bonsoir à tous, bienvenue dans Point de Vue, ravi de vous retrouver pour ce dernier rendez-vous de la semaine autour de 4 thèmes qu'on va découvrir tout de suite en images et que nous allons traiter avec nos invités. Toujours pas de repreneur pour l'acierie d'Ascoval dans le Nord. Peut-on sauver cette usine et au-delà, peut-on sauver le Made in France industriel? On en parlera. On parlera aussi de la visite d'Emmanuel Macron en République tchèque et en Slovaquie. Le président veut-il se réconcilier avec le groupe de Visegrad, vous savez, ces pays d'Europe de l'Est qui n'aiment plus beaucoup l'Europe, ou alors au contraire veut-il les diviser? Eh bien là aussi, on vous demandera votre point de vue. On parlera aussi des policiers dans les écoles. C'est la nouvelle idée du gouvernement pour essayer de lutter contre les violences scolaires. Mais est-ce une bonne idée? Et puis enfin, après le bras de fer gagné par Stéphane Bern contre Bercy pour avoir plus d'argent pour le patrimoine, l'argent du fameux loto inventé par notre confrère, on vous demandera si vous êtes plutôt Bern ou plutôt Darmanin. Bonsoir Maxime Desgaillet. Bonsoir. Vous êtes expert associé à la Fondation Jean Jaurès. Vous êtes aussi conseiller régional socialiste d'Île-de-France. Exactement. Votre dernier livre, La Grande Dépossession pour une éthique numérique européenne, a été publié par les éditions de la Fondation Jean Jaurès. Bonsoir Guillaume Bernard. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence à l'ICES, l'Institut catholique d'études supérieures. Je ne me trompe pas. C'est en Vendée. On est ravis de vous recevoir et on connaît désormais votre livre « La guerre à droite aura bien lieu », le mouvement d'Extrogir, publié aux éditions des Clés de Brouwer. Bonsoir Jérôme Sainte-Marie. Bonsoir. Vous êtes politologue, sondeur, président fondateur de la société Pollingvox. Et votre dernier livre, Le Nouvel Ordre démocratique, a été publié aux éditions du Moment. Et puis Hervé Nathan est là aussi. Bonsoir Hervé. Bonsoir. Vous êtes directeur adjoint de la rédaction de Marianne, notre confrère qui met en couverture ce week-end, cette semaine, 2 sujets qu'on va traiter aujourd'hui. La révolte des profs et puis le Made in France qui peut, selon vous, sauver la France. Eh bien, on va en parler tout de suite. Voilà, sauvons la France tout de suite. Sauvons la France tout de suite, elle ne peut pas attendre. Voilà, vous savez qu'il y a un bras de fer autour de l'usine Ascoval. C'est une acierie qui est installée à Saint-Saulve dans le Nord. 280 emplois sont en jeu. Pour l'instant, il n'y a pas de repreneur parce qu'il pourrait y en avoir un, mais l'actionnaire majoritaire de la société Vallourec refuse d'assurer des commandes. Alors du coup, que faut-il faire? Eh bien, il y en a une qui a une solution assez radicale, c'est Marine Le Pen. Une seule solution, la nationalisation. J'assume la prise de risque. C'est vrai que ce que je propose est une quasi-nationalisation. Moi, je suis pour la préservation de la capacité de production et du savoir-faire. Oui. Et je pense que c'est plus important que la rentabilité. Jérôme Sainte-Marie, j'ai envie de dire, quand on en est là, c'est quelque chose qui ne va pas. Si on est obligé de nationaliser une entreprise en 2018, ça veut peut-être dire qu'elle n'est pas viable. Ça peut dire plusieurs choses. Ça peut dire soit effectivement qu'elle n'est pas viable ou bien que le coût du travail est trop important en France, par exemple. Ça peut vouloir dire également peut-être que les choix macroéconomiques faits par la France dans le cadre de l'Union européenne ne lui permettent pas de maintenir son industrie. Et non seulement ne lui permettent pas de maintenir son industrie, mais il y a plus grave. C'est-à-dire que moi je suis très frappé ces derniers temps par la perte par la France de ce que j'appellerais l'industrie de souveraineté. C'est-à-dire, vous savez, par exemple, le fait qu'il n'y a plus qu'une seule entreprise qui est capable désormais de fournir l'armée française en fusils de précision. Moi, j'appelle par exemple, et c'est vrai sur toute une série d'industries, et qu'on perd effectivement toute une série de savoir-faire que l'on ne retrouvera pas. Et qu'effectivement, il y a quelque chose qui relève de l'indépendance nationale qui est menacée aujourd'hui par ces délocalisations. Une fois que les entreprises sont parties, c'est pour ça que la nationalisation peut se justifier, une fois que les entreprises sont parties, c'est tous les savoir-faire, les contrats, etc. qui partent. Et on est quand même devant aussi un problème, le quinquennat a commencé par un énorme dossier qui est quand même la perte par la France d'Alstom et de l'ensemble des savoir-faire qui étaient liés. Là, c'est véritablement des dégâts qui sont irréversibles. Ce n'est pas comme si c'était, comment dirais-je, une courbe, un cycle économique, ça part, puis ça revient. Les savoir-faire perdus ne reviendront pas. Hervé Nathan, on peut comprendre ça pour des industries dites stratégiques. Mais là, cette usine, elle fabrique des tubes en acier. Oui. Alors, je sais que c'est la base d'un fusil, mais quand même, c'est un peu plus de technologie dedans. Donc, est-ce que c'est si grave? Vous savez, vous êtes un journaliste économique, vous connaissez Schumpeter, la destruction créatrice. Quand une entreprise n'est plus rentable, eh ben, on la ferme et tant pis. Oui, mais d'abord, il faudrait s'assurer que les conditions dans
lesquelles cette entreprise exerce son travail sont saines. On sait par exemple que l'acier chinois entre encore avec des droits de douane qui ont été relevés à 25%, mais pas à 200% comme le font les États-Unis sur les mêmes produits. Donc déjà, on pourrait peut-être se poser la question, est-ce que Ascoval n'est pas la victime du dumping sur l'acier chinois, puisque les Chinois ont d'énormes surcapacités, ils inondent le monde, et c'est un vrai problème que même la Commission européenne a reconnu. Vous assumez une forme de protectionnisme européen? Oui, bien sûr. Européen certainement, et peut-être même national, si au niveau européen, il y a un défaut. Parce qu'on ne peut pas à la fois déplorer de voir des territoires dévastés, d'avoir des problèmes sociaux, d'avoir des problèmes de jeunesse, d'avoir des problèmes de formation, etc., sans se poser la question à un moment donné comment on stoppe la chose. Nous, on a fait, vous l'avez cité, un dossier qui s'intitule comment le Made in France peut sauver la France, parce qu'on pense que l'industrie, le fait de garder sur le territoire des industries de souveraineté, des industries de pointe, mais aussi des industries de base comme le textile, eh bien, c'est à la fois fournir des emplois, mais c'est aussi fournir de bons emplois, parce que c'est mieux rémunéré dans l'industrie que dans les services, c'est plus stable pour les jeunes, ça permet de la recherche. On oublie toujours, on parle tout le temps des start-up, mais les premiers laboratoires de recherche appliquée, c'est d'abord l'automobile. L'entreprise qui dépose le plus de brevets en France, c'est PSA, que d'ailleurs on a presque au tiers donné aux Chinois, etc. Donc sauver l'industrie, oui, c'est sauver. Effectivement, il y a un problème d'indépendance nationale, il y a un problème de cohérence du territoire, il y a un problème de cohérence sociale, et ça permet de soigner tout ça. Merci Hervé Nathan. On vous pose la question sur Twitter, faut-il nationaliser l'aciérie Ascoval? Vous êtes une majorité, mais pas écrasante, à considérer que non. Sur le Figaro.fr, Antimac, lui, il a choisi son camp. Il dit « Quelle démagogie chez Marine Le Pen, va-t-on nationaliser chaque entreprise en difficulté ?» Alors que Sich nous dit, quand on a une balance commerciale aussi mauvaise, quand on a autant de chômage, l'industrie doit être préservée impérativement. Je peux juste rajouter un détail, qu'il n'en est pas un, c'est que Vallourec, qui refuse de donner 50 millions d'euros de commandes à son ex-filiale Ascoval, l'actionnaire qui est venu à son secours, c'est la Banque publique d'investissement, c'est donc l'État. Voilà. Et d'une certaine manière, il n'y a pas besoin, c'est là où on va contredire Marine Le Pen, il n'y a pas besoin de nationaliser Ascoval, parce qu'en fait, il y a besoin que l'État fasse son travail comme actionnaire. L'État est actionnaire de Vallourec, mais actionnaire minoritaire. Guillaume Bernard, on a eu une situation assez proche de celle-là, c'était l'année dernière avec une usine qui s'appelait GMS, qui était installée à la souterraine, qui fabriquait des produits pour les voitures. Et ça se passe dans la Creuse, et Bruno Le Maire, qui était déjà ministre de l'économie à l'époque, était allé les voir en disant « Mais oui, j'ai obtenu de Peugeot, de PSA, qu'elle ait un minimum de commandes, etc. » Et puis, j'ai regardé le dossier avant de venir, il y avait 25 millions de commandes qui étaient promises, et finalement, on n'y est pas, on n'est même pas à la moitié, parce qu'encore une fois, dans une économie ouverte, on ne peut pas forcer les gens à acheter des produits s'ils sont trop chers, non ? Oui, mais justement, vous mettez le doigt sur l'un des soucis essentiels, c'est à la fois la question du coût du travail qui est différent en fonction des États et puis des régions, et par conséquent, il y a une responsabilité de l'État, on vient d'en parler, dans, je dirais, une forme de mise sur un pied d'égalité de ces différentes industries. Et puis, là, je suis désolé d'y revenir, mais ça me paraît absolument essentiel. Il est important qu'un pays ait une industrie qui soit sur le plus large spectre possible pour assurer son indépendance, parce que la division internationale du travail, comme on disait auparavant, la mondialisation, comme on dit aujourd'hui, c'est très bien, parce que ça crée une interdépendance, pourquoi pas, ça crée, je dirais, des liens qui peuvent éviter, je dirais, des conflits qui pourraient dégénérer. Mais ça crée aussi une dépendance des États et des salariés et de la population vis-à-vis de firmes transnationales, voire anationales, dont la logique n'est absolument pas celle de l'intérêt, je dirais, d'un développement harmonieux du territoire et de la population, mais dont l'intérêt est exclusivement ou principalement financier. Donc je ne sais pas s'il faut que l'État intervienne pour nationaliser, mais en revanche qu'il crée les conditions pour favoriser le fait qu'un État ait suffisamment de production dans tous les domaines pour assurer au minimum une certaine indépendance et peut-être même une autosuffisance, ça me paraît absolument nécessaire. Maxime Desgaillet. Je crois que le problème qui nous est posé, c'est qu'il n'y a pas de stratégie industrielle aujourd'hui qui nous permette de nous réarmer. On sait bien qu'une économie
sans industrie, c'est une économie sans gain de productivité, au-delà même des questions de souveraineté nationale. Ce dont on souffre aujourd'hui, et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas faire des coups de menton à chaque drame, même si on comprend l'exaspération notamment des personnes concernées. Et moi, ce que je note aujourd'hui, c'est qu'il faut agir à la bonne échelle, c'est-à-dire faire des paris industriels. Aujourd'hui, on ne sait pas quelle est la politique industrielle que nous menons dans ce pays. Il n'y a pas de politique industrielle clairement affirmée au niveau européen. Et d'autre part, parce que moi j'ai bien en tête ce qui s'est passé avec les chantiers de Saint-Nazaire, où pour le coup, il y a une dizaine d'années, ils devaient être fermés. Aujourd'hui, ils ont des bons de commande jusqu'en 2026, donc il peut être possible de pouvoir remettre en dynamique des industries dans notre pays. Mais pour cela, il faut penser l'ensemble de la chaîne, c'est-à-dire à la fois faire des paris industriels assumés et deuxièmement être en capacité aussi de former. On n'en parle pas, mais aujourd'hui, on a un vrai problème de formation dans ce pays et ce n'est pas la réforme de l'apprentissage qui supprime 700 CFA qui va nous permettre de pouvoir préserver nos savoir-faire. On voit bien aujourd'hui qu'on considère que le laisser-faire où la réduction des coûts devrait finalement être le dogme qui nous permettrait de maintenir notre industrie. Ce n'est pas mon sentiment, je crois au contraire qu'il faut une vraie stratégie, et aujourd'hui on souffre de ne pas en avoir. C'est quand même une déception, Hervé Nathan, pour le gouvernement, parce que quand il a assoupli le code du travail, quand il a continué à baisser les charges sur les salaires, l'objectif c'était justement d'avoir une industrie française plus compétitive. Non, et quand on a 40 milliards de déficit commercial, ça veut dire que ça marche pas. Non, je suis désolé, si on prend à la fois ce gouvernement-ci et le gouvernement précédent, d'abord ce gouvernement-ci n'a tellement pas de stratégie industrielle qu'il n'y a pas de ministre de l'Industrie, pour la première fois depuis très longtemps. Il n'y a ni ministre de l'Industrie, ni ministre des PME dans ce gouvernement. Il y a une secrétaire d'État qui vient d'être nommée, qu'on envoie sur les dossiers. Alors, il fait pompier, là, elle est en train de faire pompier dans les Hauts-de-France. Elle fera peut-être pompier ailleurs. Peut-être, je lui souhaite bon courage quand il va s'agir de voir les morceaux d'Alstom qu'on a vendus aux États-Unis, alors que le groupe mondial Alstom est en train de péricliter. Donc, effectivement, on aura de nouvelles pertes d'emplois et de savoir-faire. Voilà, donc il y a une absence de... Quand mon voisin a dit il y a une absence de stratégie industrielle, oui, ça c'est réel. Et par ailleurs, le CICE a d'abord aidé les entreprises qui avaient des petits salaires, donc des entreprises du secteur tertiaire. Le premier bénéficiaire, ça a été La Poste, il faut toujours se souvenir de ça. Le CICE, les 20 milliards par an. Le CICE, c'était les baisses des charges sur les salaires. La baisse des charges sur les salaires. Donc, c'était La Poste plus que l'industrie française. La Poste, Carrefour, etc. Pourquoi ? Parce que dans l'industrie, il y a des salaires relativement élevés. Les jeunes, dans l'industrie, quand ils sont embauchés, ils ont un salaire qui est à 15% au-dessus du SMIC et en général plus stable. Donc il faut comprendre. Oui, parce que c'était surtout pour les industriels disaient il faut Jérôme Sainte-Marie, 20 secondes secondes pour conclure sur ce sujet. Je crois que c'est un peu, enfin c'est pas à ce moment-là qu'est l'heure de vérité, mais si vous voulez, l'impression qui est très désagréable pour le pouvoir politique aujourd'hui, c'est finalement le fait de se dire que a-t-il le moindre patriotisme économique ? Est-ce qu'effectivement les promesses de croissance et de rentabilité accrue de ce qu'on appelait autrefois le capital, eh bien, est-ce que c'est quelque chose qui pour lui est connecté avec la défense de l'intérêt national, ce que le général de Gaulle réussissait à faire, mais ce qui aujourd'hui est totalement contraire au dogme européen anti-protectionniste que professent les soutiens sociaux et politiques d'Emmanuel Macron. Donc il y a une vraie cohérence, à mon avis, dans le fait de ne pas chercher particulièrement à sauver ces industries-là. Ça n'est pas forcément très rentable pour les groupes, en termes de rentabilité, encore une fois, de bon rendement du capital, ce n'est pas forcément nécessaire. Voilà, on dit parfois que Le Figaro est un journal trop libéral. Vous voyez que sur le plateau de Point de Vue, c'est pas forcément vrai, puisqu'il y a une forme de consensus autour de cette table. On va laisser le dernier mot à nos internautes. Alors, il y en a certains qui sont libéraux, comme Cabronito, qui nous dit « La France n'a pas un marché intérieur suffisant pour se permettre de lancer des mesures protectionnistes. » Et alors que Sich, lui, nous dit « Dans le modèle capitaliste libéral actuel, il faut toujours plus. » Et dans ces conditions, le marché intérieur ne suffit pas. Et puis, un dernier mot qui reviendra à Nicole, qui nous dit « Plus que la fermeture d'une usine, je pense que le plus grave est la perte des compétences. » Et on en a parlé. Pendant ce temps, le président Macron est en visite en République tchèque et en Slovaquie. Alors jusqu'à présent, c'était simple, l'Europe. Il y avait les gentils, c'était les Français, les Allemands et quelques autres. Et puis de l'autre côté, les méchants, les populistes. C'était le groupe de Visegrad, vous savez, la Tchéquie, la Slovaquie, la Pologne et la Hongrie. Sauf que là, tout a changé. Désormais, Emmanuel Macron est ami avec tout le monde. Écoutez-le. J'entends souvent qu'il y aurait une division entre l'Est et l'Ouest. Je n'y crois pas. Et j'assume des désaccords avec certains dirigeants. Parce qu'il ne faut pas avoir honte des valeurs qu'on défend. Il n'y a pas de bloc des uns contre les autres. Depuis que je suis à cette fonction, je n'ai eu de cesse de discuter avec tout le monde. Je me rendrai aussi en Pologne et en Hongrie. Je m'y rendrai. Ça y est, Hervé Nathan, on est réconciliés.
D'une certaine manière, Emmanuel Macron, qui avait théorisé les modernistes d'un côté et les populistes, les nationalistes contre les progressistes, lui étant progressiste, il est un peu obligé de mettre de l'eau dans son vin pour deux raisons. La raison première, c'est en tant que gouvernement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de majorité possible sur un certain nombre de décisions européennes sans diviser le groupe de Visegrad. Il y a une expérience qui a été tentée et réussie d'ailleurs, c'est la révision de la directive sur le travail détaché. Il a fallu l'appui des Tchèques, et au moins des Tchèques, si je me souviens bien, pour que cette directive soit adoptée par le Conseil européen compte tenu des majorités. Contre l'avis des Polonais. Contre l'avis des Polonais. Donc il faut diviser, il ne peut pas y avoir... La France ne peut pas se contenter de les renvoyer comme un bloc, elle en a besoin pour gouverner l'Europe en tant que pays membre du Conseil européen. L'autre chose, c'est qu'il va bientôt y avoir des élections, nul ici n'ignore autour de cette table, dans 7 mois, et qu'à un moment donné, il faudra bien faire les comptes des amis et des ennemis, et il faudra bien trouver une majorité dans le futur Parlement européen. Ce n'est pas sûr qu'il n'ait pas besoin de quelques bordures sur la droite pour compléter une majorité cohérente favorable à l'Union européenne. Guillaume Bernard, c'était une impasse d'opposer comme ça deux Europes? Mais je crois que c'était politiquement peut-être extrêmement glissant, mais il me semble que c'est aussi, je dirais, idéologiquement très réducteur. C'est-à-dire qu'il l'a fait dans un but évidemment interne, franco-français, dans le but d'essayer d'écraser, je dirais, LR entre LREM et puis le Front National. Mais il n'empêche qu'au-delà de cela, il y a des enjeux idéologiques qui sont réels. C'est-à-dire qu'il essaye de faire ami-ami avec certains du groupe de Visegrad, mais peut-être effectivement pour essayer de s'appuyer sur ceux qui sont, par le fait qu'ils sont d'anciens pays de l'Est, plutôt pro-OTAN que plutôt pro-Poutine. Mais il n'empêche que sur la question qui va vraisemblablement être la question centrale des élections européennes, c'est-à-dire la question de l'immigration et la question de l'identité, on a des gouvernements qui sont certes plus modérés en Tchéquie et en Slovaquie qu'en Pologne ou en Hongrie, mais qui sont quand même grosso modo plutôt sur la position qui consiste à dire l'identité européenne, ça n'est pas qu'un prétexte à la construction, ça doit être l'objet même de cette construction, l'objet même de ce que l'Europe doit défendre. Et donc par conséquent, là il peut essayer de créer un consensus, mais un consensus qui n'ira à mon sens pas très loin. Oui, Maxime Desgaillés, parce que les Tchèques et les Slovaques sont toujours sur la ligne Visegrad, c'est-à-dire non au quota et non à l'accueil de migrants dont on ne veut pas. Exactement, mais je crains qu'il y ait un peu de consensus sur ce ici, parce que, vous l'avez dit, ce n'est pas une grande réconciliation, ce qu'on vit actuellement, c'est une nouvelle contradiction. Emmanuel Macron a poussé, comme il le pouvait, une logique binaire en disant qu'il y avait d'un côté les pro-européens, de l'autre côté les anti-européens. On voyait effectivement le piège électoral dans lequel il se mettait, qui correspond à rien, parce que d'ailleurs, toutes les études montrent aujourd'hui que les gens attendent non pas de savoir s'ils sont pour ou contre l'Europe, mais quelle Europe ils veulent. Et je crois que ça doit être le débat du projet européen. Et avec ce déplacement et ce petit changement tactique de la part d'Emmanuel Macron, on voit qu'il n'est même pas capable de tenir cette orientation-là sur le long terme. Mais vous me direz, il avait fait la même chose en France. Il avait joué les progressistes face au populisme lors de l'élection présidentielle. Ça aboutit à ce qu'il mène une politique. Il a été élu. Il a été élu et mène une politique aujourd'hui qui est vécue comme une politique libérale par la majorité des concitoyens. On voit aujourd'hui qu'il veut faire la même chose au niveau européen et il se rapproche déjà de ceux qui ont les positions, on va dire, peut-être pas les plus progressistes, comme vous l'avez dit, sur la question de la gestion des migrants ou sur les questions sociales. Parce que vous parliez des travailleurs détachés tout à l'heure. Le compromis qui était sorti du débat européen était un compromis qui n'était pas parfait, puisque notamment sur la question des transporteurs routiers, il n'y a rien qui a été fait, et c'est pourtant une question importante. Alors je me tourne vers Jérôme Sainte-Marie pour peut-être défendre Emmanuel Macron. Pas exactement en l'espèce, mais puisque nous sommes sur le Figaro Live, je vais donc citer Mao Tse-tung, et vous savez qu'il avait dit le vent de l'Est l'emporte sur le vent de l'Ouest, et effectivement, là, le vent de l'Est, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, a soufflé très fort. C'est-à-dire que, d'un point de vue politique, la situation d'Emmanuel Macron n'est plus tout la même que s'il avait fait cette visite il y a un peu plus d'un an. C'est aujourd'hui un président de la République qui est très affaibli dans l'opinion, puisque c'est ma partie, je vais en parler un tout petit peu, alors même que les régimes qui sont souvent libéraux à l'intérieur de leurs frontières, sans être pour l'OTAN à professer une idéologie, si vous voulez, comment dirais-je,
si je dis mondialiste, c'est un peu connoté, internationaliste aussi, enfin en tout cas, je ne sais pas, fédéraliste, on va dire, eh bien, ces pays-là bénéficient, les gouvernements dans ces pays-là bénéficient souvent d'un très fort soutien de leur opinion publique sur un fond, justement, de libéralisme interne, mais de nationalisme très fort, articulé, bien sûr, sur la question migratoire en priorité. De ce point de vue-là, l'Italie est en train de devenir un pays de l'Est, si j'ose dire, et vous avez bien là-dessus, par rapport aux prochaines élections européenne, on voit qu'a en tête Emmanuel Macron, on n'a jamais été aussi loin, si vous voulez, de l'idée de départ d'Emmanuel Macron, d'être à la fois le porteur de l'idée européenne en France, le garant de nos attaches avec l'Union européenne en France, mais être également en Europe le porteur d'une nouvelle parole française pour une Europe plus fédéraliste. Je veux dire, le rapport de force au niveau européen s'est complètement effondré, et surtout, il y avait un argument très fort pour les élections européennes qui est en train de disparaître, c'est la possibilité qu'aurait eu Emmanuel Macron à faire du En Marche au niveau européen, et là on ne sait plus très bien avec quel groupe la République En Marche pourrait s'intégrer, on va dire. Surtout quand vous regardez les prises de position du gouvernement français, c'est-à-dire que sur toute une série de sujets qui émergent, on a parlé des migrants et on a eu ces derniers mois quelques épisodes, on peut parler de la directive femmes-hommes sur laquelle le gouvernement s'est opposé, on voit bien que cette position qui était, on va dire, très pro-européenne, finalement s'effrite à chaque fois qu'il y a des vrais sujets et la promesse Macron d'être européen pour l'Europe ne tient pas en réalité. Guillaume Bernard, oui, mais qui va-t-il rester alors comme pro-européen si M. Macron se met sur la ligne du groupe de Visegrad, Mme Merkel n'est pas très en forme Je ne suis pas sûr quand même qu'il devienne anti-européen parce qu'il essaye, je dirais, de créer des convergences pour constituer à terme effectivement des groupes au Parlement européen. En revanche, il est certain que la construction européenne est à un nouveau tournant. Il est certain que jusqu'à présent, l'opposition, je dirais, ou la critique de l'Union européenne se faisait essentiellement par un discours hostile à la construction européenne. Et on peut peut-être envisager qu'avec des prises de pouvoir dans un certain nombre d'États par des courants politiques convergents sur, je dirais, des questions centrales liées à la civilisation, à l'identité, à l'immigration, que eh bien, ce soit non pas en détruisant ou en démantelant l'Union européenne, mais en la réorientant autrement, que eh bien, ces courants politiques-là chercheront à avoir de l'influence. Donc là, de ce point de vue-là, ça sera intéressant de voir si, je dirais, le souverainisme qui avait émergé dans les années 90 au moment, je dirais, de l'approfondissement institutionnel et de l'élargissement géographique, si ce souverainisme reste le porte-étendard, je dirais, des courants contestataires, ou si ces courants contestataires prennent un autre drapeau, ça sera, je dirais, instructif de le voir. En tout cas, nos internautes ne comprennent pas très bien ce qui se passe. Peut-être que nous non plus d'ailleurs. Carbonetto qui nous dit « Emmanuel Macron fait de la politique, quitte à ne pas être cohérent ». Olympe s'interroge « Mais s'il n'y a pas de division, alors pourquoi y va-t-il » Et M. Babineau nous dit « C'est un coup de com'. Encore une fois, Macron est isolé et il projette l'image d'un rassembleur, ce qu'il n'est pas. » Peut-être aussi, Jérôme Sainte-Marie, se dit-il que en France, son choix d'opposer ces deux camps pour les européennes pourrait se retourner contre lui, c'est-à-dire que le camp du progrès, finalement, n'est pas aussi attirant dans l'opinion que ce qu'il imagine pour les européennes. Oui, alors je parle sous votre contrôle, mais il m'a semblé qu'il y a samedi dernier, il y avait eu une réunion de la République En Marche, avec la Fondation Jean Jaurès notamment, pour pouvoir mettre en avant une forme, pour donner une doctrine en quelque sorte à la République En Marche autour de la notion de progressisme. Cette notion de progressisme, elle se comprend en elle-même, mais elle se comprend surtout en opposition. Et c'est là où il y a un petit tour de passe-passe, parce que sémantiquement, qu'est-ce qui est contre le progressisme ? C'est la réaction ou bien le conservatisme. Mais là, ce n'est pas exactement ce que dit la République En Marche, Emmanuel Macron, depuis des années, et ses prédécesseurs en réalité de la deuxième gauche. Eux, ils opposent le progressisme au nationalisme. Il n'y a pas de rapport logique. Vous voyez, il n'y a pas de rapport, c'est un tour de passe-passe assez étonnant, et donc c'est les progressistes qui sont donc, en quelque sorte, pour un dépassement des frontières au minimum dans le cadre européen, contre les nationalistes qui, eux, sont les forces du passé. Mais là où ça devient problématique, c'est que ce nationalisme vu comme une force de passé, c'est une idée qui est totalement démentie, je reviens sur mon intervention précédente, qui est totalement démentie par le fait
qu'aujourd'hui, c'est bien les courants nationalistes qui, non seulement, qui depuis l'Est, mais de plus en plus dans toute l'Europe, eh bien, s'imposent comme les forces dynamiques, en tout cas d'un point de vue électoral. Maxime Desgaillés, vos amis socialistes, ils ont l'air un peu perdus dans ce débat, on ne les entend pas beaucoup. Alors c'est vrai qu'il n'y a toujours pas de tête de liste pour les européennes, ce sera peut-être Ségolène Royal, qui sait, mais il y a un point de vue socialiste là-dessus. Ils sont plutôt macroniens, j'imagine, les socialistes, non? Ils sont d'accord pour une Europe un peu plus fédérale? Non, les socialistes ne sont pas macroniens et chaque jour qui passe, ils le sont d'autant moins, comme les Français d'ailleurs. Sur la tête de liste, je vous rassure, nous aurons une tête de liste, mais nous avons une procédure et nous avons fixé un calendrier et nous allons essayer de nous y tenir. Je sais que c'est rare, mais nous allons essayer de le faire. Enfin, sur ce que vous évoquez sur notre position, elle est assez claire, c'est qu'aujourd'hui, on réfute, mais on n'est pas les seuls d'ailleurs. J'ai vu que le MoDem était intervenu récemment pour dénoncer aussi ce piège européen qui viserait à dire que l'élection européenne se jouera entre deux camps seulement, le camp de ceux qui sont pour l'Europe et ceux qui sont contre l'Europe. Nous avons une vision différente. Nous pensons qu'il faut poser la question de quelle Europe nous voulons. Il faut faire preuve de volontarisme et c'est pour ça d'ailleurs que nous avons adopté un texte à l'unanimité qui fixe nos priorités pour une Europe qui soit tout à la fois sociale et qui fasse preuve de volontarisme. On a parlé tout à l'heure de la question industrielle. Le sujet aujourd'hui qui est posé, c'est est-ce que l'Europe est capable de pouvoir porter une stratégie industrielle, notamment en s'appuyant sur la transition écologique. Je crois pour ma part qu'on ne pourra pas réconcilier les citoyens européens avec l'Europe si celle-ci n'apparaît pas comme étant une solution à leurs problèmes. Une seule phrase, Allez-y. Le consensus, c'est que si vous faites, je n'ai pas de conseil à vous donner, mais si vous faites une nouvelle fois campagne sur la notion d'Europe sociale, c'est totalement anachronique et contre-productif. D'une part, parce que ça a été fait à chaque campagne européenne. Je peux vous sortir des affiches avec des SCAB prenant l'Europe sociale, etc. J'en ai toute une collection chez moi, c'est très drôle. Mais vous avez également le fait que, via le dossier que vous avez évoqué tout à l'heure, via par exemple, les travailleurs détachés, les Français ont compris, ou en tout cas pensent peut-être à tort, que l'Europe sociale ne peut se construire que par l'abaissement justement des conditions sociales en France. C'est une Europe antisociale alors? Non, c'est pas ça, mais à partir du moment où c'est nivelé avec des pays, notamment à l'Est, qui n'ont pas du tout le même niveau de rémunération et de protection sociale, on ne voit pas comment une Europe sociale pourrait être autre chose. Je vais vous rassurer. 20 secondes pour rassurer Jérôme Samarie, qui n'aimerait pas que le Parti socialiste fasse une contre-performance. Nous non plus d'ailleurs, parce qu'on veut que tout le monde soit content. Je vous en remercie, et je le note. Non, rassurez-vous, on ne fera pas une campagne sur « il faut une Europe sociale » en sautant sur un tabouret. Notre sujet aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut avoir une Europe de gauche? C'est-à-dire qu'il y a des Europes qui peuvent être différentes. Il y a toute une série de choix qu'on a évoqués. La question de la transition écologique, la question sociale, la question évidemment de la gestion des migrants. Il y a plusieurs façons de pouvoir y répondre. Et donc il faut qu'il y ait ce grand débat européen. Nous voulons politiser l'Europe et en faire un outil au service des citoyens. C'est pas simple, parce qu'aujourd'hui il y a évidemment une défiance importante, mais nous croyons que ce n'est pas en posant le pour ou contre l'Europe que nous pourrons rétablir de la confiance. Il faut au contraire que nous démontrions que l'Europe peut être un instrument pour les citoyens. Et c'est là-dessus que nous nous engageons. Merci Maxime. Simplement, je pense qu'il faut éviter aussi, me semble-t-il, de confondre l'Europe avec l'Union européenne. Et ça, je crains que dans les opinions publiques, et en particulier à l'Est, il y ait, je dirais, ce souhait qu'effectivement, on n'assimile pas nécessairement les deux. L'Union européenne peut être au service de l'Europe, mais elle n'est pas la seule incarnation de l'Europe. Une fois de plus, peut-être. En l'occurrence, là, c'est un vote pour le Parlement européen, qui est le co-décisionnaire du destin de l'Union européenne. Donc une autre Europe est possible, peut-être, comme disait un de nos grands anciens. On revient en France. Pour parler des suites des affaires qui ont défrayé les médias sur les violences à l'école. Un certain nombre de propositions arrivent. Il y avait une réunion ce matin de 3 ministres, la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, et Jean-Michel Blanquer, son collègue de l'Éducation nationale. Et ils ont eu une idée, c'est Christophe Castaner qui la dévoile tout de suite, c'est mettre des policiers dans les écoles. Dans les quartiers les plus difficiles, je pense en particulier aux quartiers de reconquête républicaine, je n'exclus pas la possibilité de présence à des moments de tension particulière dans la journée, de présence physique de forces de l'ordre dans l'établissement, évidemment. Hervé Nathan, c'est une bonne idée. Avec l'accord des chefs d'établissement, pour continuer ce que dit Christophe Castaner, oui. C'est une bonne idée ? La bonne idée, c'est quand même d'avoir réagi vite et de ne pas avoir tergiversé dimanche dernier. Il faut mettre au compte de M. Blanquer,
qui n'a pas minimisé, n'a pas essayé de mettre la chose poussière sous le tapis. C'est d'une certaine manière sa marque de fabrique depuis qu'il est au gouvernement, et c'est pour ça d'ailleurs que dans les sondages d'opinion, etc., il est très apprécié. Après, ce que nous notons, nous, dans le dossier... la révolte des profs. La révolte des profs, c'est le corps enseignant n'en peut plus de l'omerta sur la question de la violence des jeunes. Et la deuxième chose, c'est qu'on s'aperçoit que la violence des jeunes est en train de muter. C'est-à-dire qu'on a moins... les statistiques de la police que nous avons trouvées montrent qu'il y a moins de délinquance juvénile, mais en revanche, la violence est de plus en plus importante. Je me permets, cher Hervé, de vous reposer ma question, mais peut-être ne souhaitez-vous pas y répondre. Et dans ce cas-là, c'est aussi un point de vue. Faut-il ou non des policiers dans les écoles? Est-ce que ça vous choque? Oh, ça me choque. Non, ça me choque pas. Je pense que le problème, c'est de savoir si c'est utile. Est-ce que ce sera utile? Par exemple, l'enquête qu'on a fait chez les professeurs qui ont relayé ce hashtag, c'est surtout que, par exemple, ils sont confrontés à un nombre d'injures absolument incroyable. Il y a un non-respect. Est-ce que les policiers vont faire respecter le hashtag pas de vague. Est-ce que les policiers vont faire respecter, vont réussir à faire respecter les enseignants? C'est pas évident. Voilà. Après, sur la violence, il y a un moment donné, effectivement, il faut savoir ce qu'on veut. On a un professeur autour de cette table, certes d'enseignement supérieur, mais Guillaume Bernard, il n'y a peut-être pas trop de violence à l'ICES, on imagine que les jeunes vendéens... C'est une des raisons pour lesquelles j'y suis d'ailleurs. Mais ça ne vous empêche pas d'avoir un point de vue sur ce sujet? Je suis effaré. Enfin, moi, j'avoue que des policiers dans un établissement scolaire, vous m'aviez posé la question en mai dernier, moi, je m'en souviens très bien. à propos justement, je dirais, de l'occupation de Tolbiac, etc., et d'y envoyer les forces de l'ordre, peut-être pour déloger les personnes qui bloquaient, mais l'idée même qu'il y ait, je dirais, des forces de l'ordre dans un lieu où on est là pour transmettre des connaissances et le savoir, alors moi j'avoue sincèrement que je veux bien apparaître comme étant un peu anarchiste pour une fois, mais là sincèrement, moi ça me choque. Ça veut dire, non mais sincèrement, quel aveu! C'est-à-dire que la solution pour résoudre le problème de l'éducation des enfants, c'est le fait de mettre des policiers dans des écoles. Ça veut dire que les enseignants n'ont plus d'autorité, ça veut dire que les parents ont mal élevé, on est obligé de le reconnaître, ont mal élevé leurs enfants, et ça veut dire que le lieu de la transmission du savoir devient un lieu de correction. Honnêtement, trouvez-moi une autre solution, mais pas des policiers dans les écoles. Les parents, on va y revenir dans un instant, mais on continue sur les profs. On vous pose la question sur Twitter. Êtes-vous pour la présence de policiers dans les établissements scolaires? Ce qui est intéressant, c'est que nos internautes, majoritairement, pensent comme vous, Guillaume Bernard, à 60%, alors même qu'on va dire que, en général, les internautes qui suivent Point de Vue sont plutôt favorables à une forme de fermeté, ce qui prouve que le sujet est compliqué. Oui, mais la fermeté, elle doit avoir lieu ailleurs. Mais pas comme ça, j'ai compris, on a compris. Jérôme Sainte-Marie. Alors moi je vais défendre la même position que Guillaume Bernard, parce que je suis très influençable, mais d'un point de vue un peu différent. C'est-à-dire qu'effectivement, la réaction qu'on a, heureusement pas vos internautes, mais qu'on a l'opinion a souvent, dans ce cas-là, dire on va faut envoyer la police et pourquoi pas l'armée, et ensuite les tanks. Mais je veux dire, c'est ce genre de rhétorique facile, mais qui cache effectivement le caractère ahurissant de ce qui se passe, et notamment, chacun a noté que c'était surtout, on est confronté à des stratégies d'évitement dans les établissements scolaires, où effectivement, même les professeurs, finalement, moi j'enseigne à Dauphine où il n'y a pas ce genre de problème, mais il m'est arrivé à intervenir dans des lycées, dans des établissements scolaires de Seine-Saint-Denis de temps en temps, et effectivement, on sait très bien visiblement, il y a des endroits où il y a une stratégie d'évitement forcée des professeurs. C'est pas seulement lié. Je suis désolé de le dire, je suis tout à fait à contre-courant, je pense, de votre audience, de votre public, mais je pense que ce n'est pas uniquement lié à des problèmes d'éducation. D'ailleurs, le lycéen dont on parle, c'est son père qui, lui, l'a sanctionné, l'a amené à la police. Ce n'est pas uniquement lié donc, aux problèmes moraux, d'éducation à la famille ou de comportement des professeurs. C'est aussi lié à des phénomènes de ségrégation sociale qui sont directement, et là M. Guillaume Bernard ne va pas me suivre, liés à la concurrence entre le système privé et le système public dans la banlieue, notamment la région parisienne, où là, de fait, vous avez, moi encore une fois, je travaille beaucoup dans les communes de la banlieue parisienne, vous avez effectivement des établissements qui sont catholiques formellement, mais ce n'est pas le sujet pour les gens,
où vont tous les étudiants, tous les élèves qui sont, etc., souvent donc d'origine européenne. Et à côté, vous avez des lycées qui sont des établissements scolaires qui regroupent les gens, comme on dit maintenant, de la diversité. Ça crée des phénomènes terribles. Pour rétablir l'ordre dans ces établissements. C'est pas par racisme que les parents veulent pas que leurs enfants soient dedans. C'est parce qu'ils veulent que leurs enfants étudient dans le calme. Le problème n'est pas là. C'est que vous avez deux systèmes qui sont en concurrence déloyale et que de fait, vous créez des aspects. Je ne veux pas vous sortir le truc de la mixité sociale, mais la non-mixité sociale absolue provoque des phénomènes dont on ne peut pas s'abstraire. On va écouter Maxime Desgaillets, et même si je suis minoritaire, voire isolé autour de cette table, moi je pense que s'il n'y a pas d'autre solution, eh bien, envoyons des policiers, parce que de toute évidence, les profs n'arrivent pas à faire régner la discipline par eux-mêmes. Maxime Desgaillets. Beaucoup d'arguments qui ont été évoqués vont dans le sens de ce que je pense, donc je ne vais pas les répéter. D'abord, indiquer que quand vous avez 5 enfants turbulents ou quand vous avez une classe turbulente, ce n'est pas la même chose. Donc évidemment que la question de la mixité sociale, quand vous dites turbulent, c'est plus que turbulent. Quand il y a un enfant qui braque un prof, on est d'accord. On est tout à fait d'accord. Sauf qu'on voit aussi que ce qui a été évoqué dans la discussion qu'on a eue, il faut pas se voiler la face, on parle des insultes et puis on parle aussi des sujets, des agressions bien plus graves. Donc dès qu'on parle de ça, on voit qu'il y a quand même, on va dire, un nuage global qui pose la question des rapports et de l'accompagnement des jeunes. Je pense d'autre part que, évidemment, que ça ne peut pas être en mettant un policier derrière chaque élève qu'on réglera ce problème. D'abord parce que ce n'est pas le rôle de l'école, vous l'avez évoqué. Deuxièmement parce que je pense en plus que ce n'est pas le rôle des policiers. C'est-à-dire que dire aux policiers maintenant, vous allez devoir faire régner l'ordre dans les établissements, posons-leur aussi la question. Ce n'est pas ce qu'attendent les profs. Et en réalité, moi, ce qui me gêne un peu, c'est que ce qui manque aujourd'hui, c'est évidemment d'avoir plus de personnel adulte dans les établissements, et notamment dans les établissements les plus en difficulté. On a supprimé 2000 postes cette année, on va en supprimer 4000 l'année prochaine, donc je ne suis pas certain que ça puisse nous permettre d'y répondre. Et il y a d'autres sujets qu'on évoque peu, qui sont des questions d'ordre de suivi psychologique. Parce que je crois aussi que la question de la violence ou des comportements, elle est liée aussi à une société qui est une société violente par les réseaux sociaux, par une évolution qui peut être problématique. Et aujourd'hui, ça on ne le regarde pas. Et il me semble que c'est pourtant un vrai sujet de débat qu'on évoque malheureusement que quand il y a des faits divers. J'ajoute, parce qu'elle est d'accord avec elle, ce point de vue qui est celui de Claire Guéville, qui est l'une des dirigeantes du SNES. Le SNES, c'est le principal syndicat de professeurs de l'enseignement secondaire. Et elle dit on va criminaliser les incivilités et des violences qui devraient être réglées par la communauté éducative. Donc, je suis minoritaire, mais ce n'est pas grave. Je voudrais qu'on aborde un autre point de ce dossier, qui est la responsabilité des parents. On l'a évoqué brièvement. Écoutez ce témoignage de Rachida Dati, qui était ce matin chez nos confrères d'RTL. Elle a été bien sûr ministre de la Justice, mais elle a aussi été magistrate, et notamment au tribunal pour enfants de Bobigny. Et voilà un de ses souvenirs. Je vais vous donner juste cet exemple. Ça m'est arrivé de faire comparaître des mineurs qui avaient commis des actes graves et les parents ne viennent pas. Ou ils sont envoyés avec un frère ou un voisin. Eh bien non, les parents doivent être responsables aussi de leurs enfants. C'est aussi de la faute des parents ce qui arrive, Hervé Nathan? Moi, la faute A, je vais essayer d'éviter parce que, pour le coup, c'est donner des leçons à des gens qui sont dans des situations sociales quelquefois très compliquées, ça n'a pas de sens. En revanche, je voudrais juste citer le témoignage d'un autre juge, qui a été juge pour les enfants, de M. Rosenzweig, que nous avons recueilli dans le dossier que... Qui était d'ailleurs le patron de Rachida Dati au tribunal pour enfants de Bobigny. Au tribunal pour enfants de Bobigny. Lui, il alerte dans Marianne sur le fait que, souvent, c'est des familles monoparentales, alors donc il y a un beau-père, il n'y a plus de père. Donc c'est des garçons, souvent, la plupart du temps c'est des garçons qui sont en cause, qui se retrouvent avec ne plus avoir de père à la maison, mais éventuellement un compagnon de leur mère. Et il n'y a aucun statut pour cet autre adulte qui pourrait faire fonction de beau-père. Il dit qu'il faut un statut des beaux-parents. Il l'a demandé à plusieurs reprises auprès de plusieurs gouvernements. Il n'a jamais été suivi, ni à gauche ni à droite, en disant ces enfants-là, ils ont besoin d'un cadre familial et la société doit le leur donner. Et ça, il plaidait pour ça. Il dit donc ça vous éviterait peut-être de se retrouver dans la situation dans laquelle était Rachida Dati avec des enfants qui comparaissent seuls. Ça, c'est sûr que c'est dramatique. Guillaume Bernard, on peut encore responsabiliser alors, les parents ou la mère, parce que souvent, c'est des familles qu'on appelle pudiquement monoparentales. Par exemple, il y a des responsables de droite qui disent on devrait supprimer les allocations familiales pour ces familles où les mineurs sont récidivistes. Et là, pour le coup, il y a une majorité de Français qui est d'accord avec cette proposition. C'est un sondage Odoxa pour le Figaro d'aujourd'hui. 69% des Français interrogés souhaitent la mise en place de sanctions financières pour les parents d'élèves violents. C'est pas la même Guillaume chose. Bernard. Parce que les allocations familiales ont un but
en faveur de la natalité, de la démographie. C'est pas une mesure, comment dire, c'est pas une mesure sociale dans le but de rééquilibrer les choses. C'est dans le but de la natalité. C'est pour aider les familles à élever les enfants. En revanche, de sanctionner, et c'est là où on en arrive au problème, et donc sanctionner des faits, des actes qui sont effectivement intolérables, ça, oui. Et se pose la question, et pardon de revenir un tout petit peu en arrière, mais ça me permet de répondre à votre question. C'est toujours le même problème. En criminologie, il y a deux grandes explications du passage à l'acte. Il y a ceux qui nous expliquent que le passage à l'acte est dû à la situation d'inégalité de celui qui va commettre l'infraction ou l'incivilité. Bon. Et puis, il y a l'explication du passage à l'acte en raison de la vulnérabilité et de la proximité, je dirais, de la victime. Et donc, dans ce cas-là, l'explication du passage à l'acte, pardon d'y revenir, c'est évidemment le fait qu'il y a un manque d'adéquation morale ou culturelle, ou le fait de se sentir, je dirais, appartenir au corps social suffisamment pour, justement, respecter les règles, les tabous, les non-dits de ce corps social-là. Donc, moi, je suis au regret de dire que je ne souhaite pas qu'il y ait des forces de l'ordre dans les établissements scolaires, et encore moins dans les universités qui sont des lieux de recherche scientifique, mais il est bien évident qu'en revanche, les actes qui sont commis et qui sont des actes de délinquance ou du moins d'incivilité, mais enfin là, on a quand même, avec les exemples récents, vu qu'il s'agit beaucoup plus véritablement de délinquance que de simple incivilité, ceux-là doivent être sanctionnés et sanctionnés durement. Quelques points de vue d'internautes. Vicky qui nous dit ça va créer un climat d'angoisse pour les enfants qui se poseront la question pourquoi la police est-elle là? Je suis en danger. Pierre aussi est plutôt opposé à cette présence des policiers dans les établissements scolaires. Ce genre de proposition est catastrophique et montre que le gouvernement n'a rien compris ou rien à dire de cette situation qui dure depuis 20 ans. Si je nous dis un gamin de 16 ans qui est nul à l'école serait mieux dans un atelier à apprendre un métier. Ça, c'est tout le sujet de l'apprentissage. Et M. Babineau complète ce que disait Jérôme Sainte-Marie, le déséquilibre du manque de moyens comparé à d'autres établissements. Est-ce qu'on en parle? Maxime Desgaillet. Non, c'est vrai, vous parliez de la concurrence. De la sélection des élèves qui fait qu'à un moment donné, entre le privé et le public, le travail des professeurs devient pratiquement impossible. Quand vous avez uniquement des gens qui sont issus de familles en difficulté sociale ou pour toute autre raison, eh bien, compris pour leur appartenance culturelle, ou plutôt le fait qu'il n'y a plus de corps culturel et social commun, quel que soit, c'est pas la stigmatisation de telle ou telle culture, c'est le fait qu'il n'y a plus de normes communes, eh bien, c'est beaucoup plus important que le manque de moyens, d'autant plus, je finirai juste par là, parce que quand je vais dans des établissements de Seine-Saint-Denis, il ne faut quand même pas exagérer les choses. L'État investit énormément. Sauf que, la composition même, si vous voulez, du corps, pas les profs sont formés, mais c'est surtout le fait qu'il y a une population d'élèves qui ne sont plus, qui sont difficilement gérables. Maxime Desgaillet, on résume juste en 2 mots les interventions précédentes. En gros, il y a un problème culturel, en particulier avec les enfants issus de l'immigration. On met les pieds dans le plat. Vous mettez les pieds dans le plat, sauf que j'espérais que ce n'était pas. Je n'espérais que c'était pas à cette conclusion-là que nous allions arriver. Je ne pense pas. Je pense que le problème aujourd'hui, et je reprends ce que dit Jérôme Sainte-Marie, il y a eu un rapport qui vient de sortir sur les collèges franciliens, où on voit qu'il y a des inégalités qui sont incroyable. Le taux de réussite au brevet, il passe du simple au double suivant l'établissement. Et quand vous regardez par exemple la question des enseignants, vous apercevez que les enseignants qui sont les plus confirmés sont évidemment dans les endroits qui sont les endroits dans lesquels les conditions de travail, on va dire, sont les plus simples, et que par contre on envoie dans les quartiers les plus difficiles les enseignants qui sortent à peine de leur école, dans lequel il y a beaucoup de turnover, etc., etc. Donc la difficulté que nous avons aujourd'hui, il faut le reconnaître, c'est que nous avons un système qui produit de l'inégalité, et moi je crois que c'est d'abord en essayant de permettre à chacun de pouvoir réussir que nous pourrons nous sortir de cette situation. Et encore une fois, regardons aussi ce que disent les profs. Les profs, ils ne veulent pas de policiers, et ce qu'ils veulent, c'est être plus nombreux dans les établissements pour pouvoir mieux suivre les enfants. C'est peut-être moins clinquant que d'essayer de lier ces problématiques ou à des sujets culturels ou à des coups de menton sécuritaires. Moi, il me semble qu'il faut mettre les moyens sur l'éducation pour faire en sorte qu'elle joue pleinement son rôle. Il nous reste quelques minutes pour traiter un sujet
plus léger, heureusement, le week-end arrive. Vous avez peut-être suivi ce bras de fer autour du loto du patrimoine. Alors, je rappelle les épisodes précédents. Stéphane Bern propose une loterie spécifique pour le patrimoine organisée par la Française des Jeux. Ça rapporte pas mal d'argent. La plupart des fonds vont vers les gagnants. Il y a 20 millions d'euros pour le patrimoine, pour restaurer des monuments historiques en danger. Et puis, on apprend qu'il y a 14 millions que l'État se met dans la poche. Et c'est normal, parce que ça s'appelle les taxes. Que voulez-vous, on est en France. Sauf que ça ne plaît pas du tout à Stéphane Bern. Et donc, Stéphane Bern a dit « Je ne céderai pas, je veux que tout l'argent soit pour la loterie ». Et il a obtenu raison contre Gérald Darmanin, le ministre du Budget, grâce au soutien de Franck Riester et même d'Emmanuel Macron. Et Stéphane Bern, il est assez content d'avoir gagné la partie. Il y a la recette du jeu et il y a les taxes. Elles sont touchées par l'État. Zappé Darmanin. Manifester, comme beaucoup de Français, la colère. Et donc j'ai demandé au ministre de revoir, de trouver une solution. J'ai utilisé cette notoriété qui est la mienne pour servir une cause qui est aussi la mienne, celle du patrimoine. Je n'ai pas de parti. Mon seul parti, c'est le parti du patrimoine. Mais je remercie le ministre de la Culture d'avoir fait son travail merveilleusement bien. Et surtout, le président a entendu ma voix aussi. Il a compris. On ne peut pas me confier une mission et ensuite me mettre en permanence des bâtons dans les roues. Nathan, il nous faudrait plus de Stéphane Bern, non? Oui, c'est sûr. Mais oui, il est très doué, Stéphane Bern. Enfin, on n'apprend rien à personne. D'une certaine manière, il avait deux leviers. Le premier, c'est qu'effectivement, on ne pouvait pas lui faire deux fois le coup de la loi Elan. C'est-à-dire, dans la loi Elan, on a supprimé la protection des monuments, enfin de l'environnement des monuments historiques par les architectes des bâtiments de France. Il était furieux, et avec raison d'ailleurs, mais c'est quand même passé. Et là, il a saisi l'occasion du fait qu'il y avait un nouveau ministre de la Culture qui, lui, avait sans doute plus de poids, en tout cas qu'on ne pouvait pas désavouer quasiment 8 jours seulement après sa nomination en disant « tu comptes pour rien, dégage de là ». Et donc, il a obtenu effectivement 21 millions d'euros. Bravo, c'était bien vu. Il a su attendre son heure. Et ça, c'est pour un lobbyiste, c'est très très fort. Bon, vous êtes presque unanime, hein, plus des 3/4 pour trouver que l'État devrait subventionner plus largement le patrimoine français. Maxime Desgaillés, une des leçons de cette histoire, c'est que dans ce pays, il y a trop de taxes, quoi. En gros, l'État lève des impôts partout. Alors, la première leçon de cette histoire, c'est que j'aurais aimé que Stéphane Bern, effectivement, qu'il y en ait plus, notamment pour récupérer les 40 millions d'euros que le gouvernement a sucrés aux agriculteurs, notamment sur la question de l'exonération des charges pour les travailleurs saisonniers. Mais revenons au patrimoine. On est loin. Comme il nous reste plus de 3 minutes, on va rester concentré sur les monuments historiques. Plus sérieusement, ce n'est pas un problème c'est une bonne chose, mais enfin, c'est une bonne chose. Ça ne pouvait que se terminer comme ça, pour une raison simple, c'est que de toute façon, les 250 projets qui devaient être financés, ça nécessitait au moins 50 millions d'euros. Donc, il y avait un problème de moyens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le budget du patrimoine, c'est 300 millions d'euros. Il y a des manques évidents. Et là encore, il n'y a pas de politique qui est menée de manière volontariste sur le sujet. Il n'y aura donc d'ailleurs pas assez d'argent avec cette loterie du patrimoine. Ce qu'il faudrait, en réalité, c'est réfléchir à d'autres leviers. On peut notamment penser à la taxe de séjour, qui permettrait, parce qu'il y a un rapport excellent de la Fondation Jean Jaurès sur le sujet, qui permettrait de pouvoir financer au même niveau. Oui, mais oui. Alors vous devriez être content, Figaro, parce qu'on ferait payer à la fois les touristes français, mais aussi les touristes étrangers, et ça semblerait logique pour pouvoir entretenir notre patrimoine. Jérôme Sainte-Marie, très vite. Très vite, je vais faire le pont avec le début de l'émission sur le progressisme. On a le problème, alors je marche un peu sur les plates-bandes de Guillaume Bernard, mais on a le problème de cette identification dans le macronisme du progressisme à la croissance économique. Et donc, effectivement, peut-être que le patrimoine, c'est pas très bon pour la croissance économique. Peut-être que la loi Elan a raison. Si on construit des trucs à côté, etc., on fout tout en l'air, eh bien, peut-être que ça sera très bon pour la croissance. Là, c'est un choix de société extrêmement grave. Et malheureusement, je pense qu'effectivement, la Macronie, si j'ose dire, le macronisme comme idéologie, est une idéologie qui est, encore une fois, sur le rendement du capital et qui donc souhaite plutôt, si effectivement, on peut se passer, enfin, en tout cas, le patrimoine est une variable d'ajustement, mais n'est pas un bien immatériel à préserver en lui-même. Guillaume Bernard, vous aurez le mot de la fin. Ça montre qu'Emmanuel Macron est quand même quelqu'un de complexe, parce que d'un côté, il est dans le camp du progressisme, etc., et en même temps, là, il donne raison à Bern en disant les monuments historiques, les racines, les traditions, c'est important. Bon, écoutez, moi j'aime bien, malgré ses attaches orléanistes, j'aime bien beaucoup Stéphane Bern, mais il est bien évident que... Parce qu'il n'est pas très révolutionnaire, comme vous. Dans l'histoire de France. Je serais même attaché, je dirais, à des branches plus anciennes. Mais il
le problème de Stéphane Bern, si vous voulez, c'est qu'il sert de faire valoir. C'est un épouvantail pour dire on protège le patrimoine. Il me semble quand même que lorsque l'on réforme l'ISF, que l'on exclut de l'ISF un certain nombre, je dirais, de produits financiers, et qu'en revanche on maintient, je dirais, l'immobilier dans l'ISF, il est bien évident qu'on ne participe pas de la défense du patrimoine. Parce que le patrimoine, ce n'est pas que des bâtiments publics, c'est aussi tous les propriétaires privés qui essayent de maintenir le tissu social, les biens, je dirais, de nos provinces, et là, ceux-là, ils ne sont absolument pas aidés. Et donc, par conséquent... Et donc, par conséquent, voilà, je crois qu'il y a plus un discours sur la question, je dirais, de la défense du patrimoine, beaucoup plus que, je dirais, la défense réelle, je dirais, du maintien, et la défense réelle et le maintien, je dirais, du patrimoine commun qui appartient et à la puissance publique, mais aussi aux propriétaires privés. Décidément, il n'est pas facile en ce moment d'être macroniste. Merci beaucoup à tous les quatre. Point de vue, c'est terminé pour ce soir, mais on se retrouve lundi prochain. J'aurai le bonheur d'être à ce micro si vous daignez vous connecter à l'heure habituelle, c'est-à-dire 17h. Merci beaucoup et bon week-end.